Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Après avoir dépoussiéré la recherche en ligne, Perplexity s'attaque au navigateur. La startup a récemment dévoilé Comet, un navigateur bourré d'intelligence artificielle que l'on a pu essayer avant sa sortie grand public. Cette Comet va-t-elle faire de l'ombre à Chrome et Safari ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, la recharge sans fil va bientôt passer un nouveau cap et Cyberpunk 2077 est enfin dispo sur Mac. Incroyable! Nous sommes le samedi 19 juillet. Voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On sent que c'est l'été. L'actualité a été moins intense cette semaine, mais on a tout de même quelques sujets de discussion pour ce dernier épisode de la saison. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, oui ça va, bah oui effectivement, déjà la dernière de la saison. Et toi, prêt à partir en vacances ? Ça va bien, ouais, c'est vrai que c'est bientôt les vacances pour moi, donc ça va faire du bien, ouais. J'espère que t'attendais pas les bêtas publiques d'iOS 26 et macOS Tao cette semaine, parce que elles ne sont pas encore arrivées. Bah si, on les attendait, et puis on espérait faire plein de jeux de mots avec l'histoire de, enfin dire que c'était un vrai feu d'artifice parce qu'on les espérait, Oui, on pensait 14 qu'elle juillet, sortirait ouais. le 14 juillet, donc c'était en plus pas super pour nous. Ceci dit, oui, il faut quand même noter que c'est assez tardif dans le cycle de développement d'Apple, on en parlait entre nous, surtout que toutes les personnes qui testent les différentes bêtas au sein de la rédac estiment que les systèmes d'exploitation dans l'état sont plutôt stables, en tout cas pour une bêta publique. Mais enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point-là. Si Apple prend un peu plus de temps que d'habitude, c'est pour éviter une tempête médiatique à cause de Liquid Glass, qui d'ailleurs ne cesse de perdre un peu de sa substance au fil des bêtas. Mais bon, enfin, je crois qu'on est d'accord, c'est pour la semaine prochaine. Ah ouais, j'imagine bien ça pour la semaine prochaine, ouais. Parce que oui, comme tu l'as dit, c'est quand même assez stable, même si j'ai encore des problèmes gênants sur iPad mini 6, décidément, mais ça va plutôt pas mal sur les autres appareils, ouais. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on fasse une petite note de service, si tu le permets, Stéphane. Vas-y. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Le magazine est en train d'être imprimé au moment où nous parlons. Enfin, on est vraiment... on doit signer en théorie le bon à tirer dans la journée. Enfin, tout est prêt. Donc voilà, c'est maintenant plus qu'une question d'heures et de jours. On espère le recevoir à la fin du mois. Le magazine des 25 ans de Mac Génération, je précise si jamais Voilà, ouais, certains auditeurs ne sont pas au courant. tu fais bien. Et alors pour les expéditions, on s'est dit que c'était pas forcément une très très bonne idée de faire partir tout ça début août, alors que bon, tout est prêt techniquement pour qu'on puisse vous envoyer ça à ce moment-là. On a quand même décidé, par mesure de prudence, de reporter les expéditions à la dernière semaine d'août. Comme ça, bah voilà, les gens qui sont partis en vacances n'auront pas de mauvaises surprises et ça évitera les réexpéditions dans l'autre sens. Donc voilà, et merci pour votre patience et merci pour votre soutien. Et on espère que cela vous plaira. On va commencer alors maintenant le tour de l'actu avec un retour d'expérience sur Comet, le navigateur de Perplexity. Comet a été lancé la semaine dernière, mais il n'est disponible que sur invitation ou avec un abonnement Perplexity Max à $200 par mois. J'ai néanmoins pu le tester sans plus attendre et sans dépenser $200. Perplexity m'a gentiment envoyé une invitation. Du coup, je vais garder la parole, mais Christophe, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Alors, je vais commencer au niveau de l'interface. Comet, c'est très classique, hein. Même au niveau du moteur de rendu aussi. Là, Perplexity n'a pas cherché à réinventer la roue. En fait, Comet, on pourrait résumer ça à Chrome avec un thème beige et quelques boutons en plus. Mais ces boutons sont importants parce qu'ils apportent des fonctions qui sont encore peu courantes dans les navigateurs. Alors, un des premiers boutons, c'est pour avoir un résumé en un clic de la page ouverte. Ça, c'est pas vraiment inédit, hein. Vous savez sûrement qu'on peut faire pareil avec Safari, à condition d'avoir un Mac Apple Silicon. Mais surtout, il y a un bouton pour ouvrir un panneau latéral qui donne accès à Comet Assistant. Alors là, c'est un peu comme ChatGPT ou Gemini, mais c'est directement intégré au navigateur. Donc Comet Assistant prend automatiquement en compte le contenu de la page ouverte
pour répondre à des questions en lien. Alors, je m'en suis servi par exemple pour calculer le coût d'une location de voiture. Donc, pour que vous imaginiez ça, j'avais le site à gauche et Comet Assistant à droite. Et donc, j'ai demandé à Comet Assistant de calculer le coût d'une location et ça a bien fonctionné. C'est plus rapide que de faire une capture d'écran qu'on envoie ensuite à ChatGPT. Et il y a quelque chose qui est encore plus innovant, c'est qu'en fait, on peut contrôler le navigateur avec des commandes en langage naturel, avec des prompts. Donc, par exemple, on peut lui demander de fermer tous les onglets qui sont liés à un site particulier ou bien rechercher quelque chose dans son historique. Ça marche pas mal, ça marche même bien. Mais le petit problème, c'est que c'est un peu long parce que le modèle d'IA doit, entre guillemets, réfléchir un minimum pour réaliser ces actions-là. Et le plus impressionnant, c'est la navigation automatisée. Alors là, c'est-à-dire qu'on peut demander à Comet de naviguer sur le web à notre place. Le navigateur va alors analyser l'interface des sites et cliquer à notre place. Je lui ai par exemple demandé de créer un document sur Google Docs. Donc c'est assez impressionnant à voir parce qu'en fait, donc le site est entouré d'un halo bleu et puis on voit l'IA cliquer à notre place. Alors, on peut arrêter la manœuvre n'importe quand, hein. Mais donc il y a 2 problèmes quand même. C'est que le premier, c'est que c'est très lent. Il faut plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, pour que le navigateur fasse l'opération demandée. Et le deuxième problème, c'est que j'ai pas encore vraiment trouvé à quoi ça pouvait me servir, cette fonction. Mais c'est prometteur. Mais c'est prometteur et je pense que c'est une question de temps avant de trouver des usages pour ça. J'ai une petite question. Est-ce que tu as pu tester auparavant Dia, le navigateur Dark qui est là aussi orienté IA? Alors non, j'ai pas eu l'occasion de tester d'IA. C'est vrai que sur le principe, c'est a priori un peu la même chose. J'avais testé un peu avant Browser Use. En fait, c'est un projet qui permet à un modèle d'IA de cliquer voilà, à notre place dans un navigateur. Et donc, c'est le même principe que la fonction Comet Assistant dans Comet, sauf que Browser Use, c'est moins bien intégré. Voilà, il faut passer par une application externe, tout ça. Et là, vraiment, l'intérêt de Comet, c'est que c'est tout intégré dans le navigateur. En principe, ça marche bien. En pratique, des fois, je lui demandais de faire des choses avec Google Maps, par exemple, de remplir des itinéraires à ma place. Il n'a pas toujours voulu remplir les champs à ma place aussi. Donc, on voit encore que cette fonction de navigation automatisée est à l'état d'ébauche, quoi. Ça demande encore pas mal d'améliorations. Est-ce que tu penses que Comet, Christophe, peut concurrencer sérieusement Chrome et Safari? Alors, tout d'abord, juste pour préciser, tous les acteurs qui bossent, on va dire, sur les navigateurs web dopés à l'intelligence artificielle le disent, on n'en est qu'au début. Et il faudra également discuter de ChatGPT qui a présenté ChatGPT Agent. Oui. Alors voilà, la philosophie est un petit peu différente, mais à la fin, c'est la même idée. Et pour répondre à ta question, je pense que je poserais d'abord une autre question, c'est le temps que l'on passe, nous, utilisateurs, à faire des recherches sur Internet. Et finalement, quand on est face à un navigateur web, alors peut-être c'est un biais parce qu'on est journaliste et qu'on passe notre temps à chercher des informations, mais c'est une part prépondérante de notre activité sur le web, j'ai envie de dire. Alors, moi, je le dis, à titre personnel, ChatGPT et Perplexity, pour ne citer que, empiètent de plus en plus sur mes recherches Google. L'un comme l'autre, ce sont devenus mes assistants et c'est assez fou d'ailleurs, hein. J'ai de plus en plus le réflexe d'utiliser ces outils-là, un petit peu d'ailleurs, jusqu'à présent pour, on va dire, le commerce en ligne, et ça, je suis pas le seul, c'est des tendances de fond qui ont été analysées. Il y a de plus en plus de gens, lorsque il y a un aspect commerce en ligne, ils vont directement taper sur Amazon et pas sur Google. Donc, maintenant, tu peux même chercher sur ChatGPT. Tu as des fonctions shopping sur ChatGPT. Clairement. Il te met un lien Amazon, puis tu peux aller commander sur Amazon après, quoi. C'est un peu effectivement peut-être l'expérience ultime. Mais voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent au sujet de Google, même si Google a un portefeuille de technologie dans ce domaine qui est pas négligeable. Alors, ça pose la question, c'est comment on peut intégrer l'intelligence artificielle au web. Alors,
Et la première chose, c'est de ne rien faire comme Apple fait. Enfin, moi, personnellement, je suis très déçu du surplace de Safari dans ce domaine-là. Et même de manière générale, ok, ils ont un peu revu l'interface avec Liquid Glass et tout, mais il n'y a aucune avancée ou presque dans ce domaine. Il y avait ne serait-ce que des petites choses à faire pour intégrer l'intelligence artificielle dans Safari, et là, on n'y est pas, ou pas du tout. Alors, la deuxième approche, c'est celle que tu as expliqué avec Comet et que l'on voit dans Dia. Grosso modo, on a d'un côté le navigateur et juste à côté, on a l'assistant qui te permet d'accélérer les choses, de faciliter les choses, d'avoir aussi un moteur de recherche, on va dire, différent. Enfin, voilà, on va dire, c'est une surcouche quelque part. Et puis, on a vu, alors c'est pas les seuls, mais on a vu ChatGPT Agent, où là c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle, l'application qui intègre directement le navigateur et qui s'en sert quand elle en a besoin. Alors, on a souvent posé la question de savoir si l'intelligence artificielle était un danger pour les moteurs de recherche et notamment Google. Plus ça va, plus que je pense que c'est incomplet comme raisonnement ou comme question. Je pense que l'intelligence artificielle générative est clairement un danger pour les navigateurs web, car comme j'expliquais tout à l'heure, la recherche, c'est un porte d'entrée sur le navigateur, et je pense que cet outil-là est appelé à soit disparaître, alors ça c'est un petit peu provocateur, soit à changer profondément de nature. Mais voilà, je pense qu'on est à la veille d'une révolution, et c'est pour ça que je suis très curieux. Enfin, je suis un peu déçu que Apple n'ait pas fait grand-chose pour Safari, mais je suis curieux de voir comment Apple et Chrome, comment Safari et Chrome vont évoluer d'ici 2 à 3 ans. Et Google a déjà annoncé aussi une intégration de Gemini à Chrome. C'est pas encore tout à fait en place, il commence à déployer ça, mais on sent que ça va venir dans Chrome et ça va sûrement venir aussi un jour ou l'autre dans Safari. En tout cas, on arrive à un stade où les cartes peuvent être totalement redistribuées et ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, c'est sûr. On va passer au deuxième sujet de la semaine, c'est l'accélération de la recharge sans fil. Alors, plusieurs fabricants vont commercialiser dans les prochains mois des chargeurs et batteries Qi 2.2 qui auront une puissance maximale de 25 watts. Alors, ça mérite quelques explications. Alors actuellement, quand vous rechargez votre iPhone MagSafe avec un chargeur MagSafe ou Qi 2, la puissance maximale de la recharge est de 15 watts, mais il y a une exception. Les iPhone 16, sauf le 16e, supportent une recharge sans fil à 25 watts, avec un accessoire seulement, c'est le chargeur MagSafe de deuxième génération qui est sorti l'année dernière. D'ailleurs, comme il ressemble comme deux gouttes d'eau à la première version, c'est pas facile de le distinguer. Et donc, ce qui va bientôt changer, c'est que des fabricants tiers vont également proposer des chargeurs sans fil 25 watts pour les iPhone 16 et sûrement les iPhone 17. L'augmentation de la puissance sera donc liée au nouveau protocole Qi 2.2. Voilà, faut pas Qi 2 et Qi 2.2, c'est pas la même chose. Ça t'intéresse, Christophe, un chargeur sans fil plus rapide ? Alors déjà, j'ai une question piège. Pour avoir un élément de comparaison. Ouais. La charge rapide en USB-C sur les derniers iPhones, tu sais c'est combien ? On est autour de 25 watts. Ça peut monter jusqu'à un peu plus, mais en gros, j'avais testé avec à la sortie du chargeur MagSafe 2 là, avec les iPhone 16, et la recharge sans fil était aussi rapide que la recharge filaire. Ouais, quelque part, c'est impressionnant. Même s'il faut quand même le préciser, Apple est très conservative en matière de recharge rapide, que ce soit avec un câble ou que ce soit sans fil. Il y a quand même il y a des constructeurs qui sont beaucoup plus agressifs à ce niveau-là. Alors, pour répondre à ta question, moi, c'est une idée qui est reçue, mais qui est pas totalement, qui est à moitié exacte, on va dire, c'est que la recharge rapide n'est pas très bonne pour la durée des batteries. C'est vrai et faux. Enfin, vrai, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent de grandement minimiser le souci. Alors, c'est pour ça que pour la recharge des batteries, moi, j'ai toujours tendance à être très conservateur. D'ailleurs, j'aimais bien au début, avant le MagSafe, justement, ces recharges sans fil qui étaient autour de 5 watts ou 7,5 watts, qui étaient assez lentes, donc qui rechargeaient effectivement très lentement les iPhones. Mais voilà, c'était sans doute plus conservateur et meilleur pour la durée de vie des batteries.
Alors pour répondre à ta question, je suis moyennement intéressé parce que c'est vrai que si j'ai vraiment besoin de recharger rapidement mon iPhone, bah, j'ai un câble USB-C et la recharge rapide va quand même relativement vite. Mais bon, j'imagine que dans certains cas, ça peut être intéressant. Ouais, mais là, il y a quand même une précision à apporter, c'est que quand je dis que donc, le MagSafe 2 est aussi rapide que la recharge filaire en USB-C, on va dire, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il suffit qu'il fasse, un peu chaud et la recharge, rapide, enfin la recharge sans fil peut s'arrêter. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises là, ces dernières semaines. Une fois, alors c'était pas avec un iPhone 16, ni un chargeur, ni le chargeur MagSafe, 25 watts, c'était avec un iPhone 15 Pro et un chargeur Qi 2, donc 15 watts. Une fois, c'est dans le train, je faisais du partage de connexion avec mon iPhone. En fait, l'iPhone chauffait beaucoup et au bout d'un moment, la batterie Qi 2 a dit non, non, enfin, j'ai voulu le recharger avec une batterie de Qi 2, puis au bout d'un moment, la recharge s'est arrêtée parce que l'iPhone était trop chaud. Et une autre fois, c'était à la maison pendant la canicule. C'était avec toujours un iPhone 15 Pro, mais aussi un iPhone 12 mini, et là, un chargeur Qi basique, donc seulement 7,5 watts. Et pareil, les iPhones n'ont pas voulu se recharger parce que ils étaient trop chauds à cause de la température ambiante. Donc ça, c'est un des gros soucis qui restent de la recharge sans fil. Et à ce sujet, il faut rappeler quand même que donc, les iPhone 16 ont un système de refroidissement qui est différent des iPhone 15, donc a priori, enfin normalement c'est pas a priori, ils gèrent mieux la recharge sans fil plus rapide, et on peut imaginer que ce sera la même chose pour les iPhone 17, mais voilà, ça reste un des désagréments de la recharge sans fil par rapport à la recharge filaire. Et ça, c'est vrai que les chiffres, enfin, ont donné des éléments de comparaison sur ce qui se fait avec les iPhone 16. Ça pourrait évoluer aussi avec les iPhone 17. Enfin, j'ai pas en mémoire, enfin, s'il y a des rumeurs à ce sujet-là. Et malgré tout, par rapport à ce que tu racontes, moi, il y a une chose que je trouve positive, c'est qu'Apple a quand même intégré de nombreux garde-fous pour préserver la qualité de la batterie. Et ça, on l'a vu avec chaque génération d'iPhone ou même avec les mises à jour d'iOS, il y a toujours de plus en plus de dispositifs pour améliorer la durée de vie de la batterie. Mais voilà, c'est pour ça qu'à la fin, je disais, vraiment, en cas de stress, dans ces cas-là, rien ne vaut un bon vieux câble. Ouais, c'est clair. On va terminer le tour de l'actu avec la sortie d'un jeu très attendu sur Mac. Cyberpunk 2077 est finalement disponible après plusieurs années d'attente. Plusieurs membres de l'équipe se sont rués dessus. Il y a même eu une compète de débit de téléchargement. Alors pour y jouer, il faut un Mac Apple Silicon et plus précisément un Mac avec 16 Go de RAM. Il faut aussi plus de 150 Go d'espace libre si on télécharge le jeu depuis le Mac App Store. C'est un peu moins d'espace libre requis si on télécharge le jeu depuis Steam. Un Mac M1 suffit pour jouer avec les réglages graphiques minimales, mais la configuration recommandée n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'un Mac M3 Pro. Et pour profiter des graphismes les plus poussés, c'est carrément une puce max ou ultra récente qui est demandée. Christophe, du coup, alors on peut ranger son PC au placard et puis jouer sur Mac. On sent que c'est les vacances pour que tu puisses poser une telle question. Hein. Alors, je veux pas, je veux pas balancer, mais il y en a un dans les locaux de Mac Génération qui rigole et qui a l'air de beaucoup rigoler concernant les performances de Cyberpunk sur Mac. Bon, mais alors, si j'en crois ce que tu dis, donc un simple Mac Mini à 700 € peut faire tourner ce jeu. Bon, alors, dans des conditions sans doute très moyennes, mais est capable de faire fonctionner ce jeu, on est d'accord. Ouais. C'est quand même un petit progrès, parce que bon, je pense qu'il y a si on revenait 10 ans en arrière, alors c'est difficile de comparer, mais si on avait un jeu, enfin, on va dire de l'envergure de Cyberpunk, ne serait-ce que pour le faire tourner, il aurait fallu sans doute au minimum un Mac à, on va dire, 2000 €. Donc, moi je vois en tout cas ça comme un progrès. C'est peut-être la première fois qu'un Mac entrée de gamme est capable de faire tourner dans des conditions plus ou moins bonnes un gros jeu, mais est-ce que c'est pas aussi la même chose sur PC, sur du matériel entrée de gamme? Alors voilà, en contrepartie, il faut voir les perfs. Et puis, quand on parle de gros jeux,
ça reste un gros jeu, enfin je suis pas expert, mais ça reste aussi un gros jeu de 2020. On est quand même en 2025. Oui, c'est ça, oui. Bah oui. Donc, Ça fait relativiser un peu, oui. alors, je pense qu'il reste, de toute façon, il reste 3 problèmes par rapport à cette équation. C'est clair que les performances des Mac ne cessent de s'améliorer et on peut imaginer que d'ici 2 à 3 générations, ça sera des machines qui pourront être vraiment compétentes sur le jeu, même en entrée de gamme. Alors ça pose tout d'abord la question de la distribution, parce que bon, alors on va se le répéter, le Mac App Store est pas forcément la meilleure boutique pour les jeux. Non. Voilà, il y a cette histoire de, il faut justement 150 gigas d'espace libre si on le télécharge depuis le Mac App Store. Le prix, d'ailleurs, il est vendu plus de 80 € sur le Mac App Store. Enfin, il y a rien qui va en fait. Le deuxième problème, il y a Cyberpunk 2077 qui arrive, c'est bien. Bon, on est quand même en 2025. Ouais. Et puis, il reste la quantité de jeux disponibles. Alors, ça s'améliore, mais ça s'améliore très, très, très lentement. Mais voilà, on ne peut que constater des progrès. Alors, on peut s'en moquer, mais si on regarde la situation d'Apple en 2020 et en 2025, Apple a fait plein de petits pas. C'est pas encore ça, mais tout va dans le bon sens. Mais et je pense, enfin, on peut avoir quand même l'impression que petit à petit, il y a quand même un puzzle qui prend forme. Mais je pense que le problème maintenant, il est presque de l'ordre psychologique. Et vis-à-vis de tout le monde, et de se dire que le Mac peut devenir à court moyen terme une vraie plateforme de jeu. Mais pour cela, il faut convaincre tout le monde, il faut convaincre les éditeurs que c'est possible, et que finalement, enfin voilà, ça peut être presque très intéressant pour eux, parce que c'est quand même, enfin les utilisateurs Mac ont la réputation quand même d'acheter des logiciels, d'avoir des moyens, et donc voilà, c'est possible de leur faire dépenser 60 ou 80 € pour un jeu. Et il faut aussi convaincre les utilisateurs eux-mêmes de se dire oui, je peux jouer avec mon Mac, c'est quelque chose de possible. Et ça, je veux dire, c'est presque le travail psychologique, c'est presque le plus difficile. Et d'ailleurs, on en rigolait, et pour moi, ça explique tout le problème, c'est que jeudi, quand Cyberpunk 2077 est sorti, on a eu à 10 minutes d'intervalle un communiqué de presse d'Apple pour avoir la nouvelle fournée d'Apple Arcade Oui. qui était disponible, et on a cool, vous pouvez jouer à Bob l'éponge sur votre iPhone. Je veux dire, il y a un côté pas très sérieux. Et je crois qu'il faut qu'Apple fasse quelque chose. Enfin, alors, je sais pas. Et pourtant, Alors, Apple, à chaque WDC maintenant, voilà, essaye de mettre l'accent sur les jeux à un moment donné, et ça progresse un peu, quoi. Mais clairement, bon, oui. c'est Mais assez je lentement. pense qu'on en est à un stade où il faut qu'Apple marque un grand coup. Alors c'est, enfin moi je vois deux manières de procéder, hein. C'est soit d'acheter un éditeur de jeux majeur et de les laisser tranquilles, mais de leur dire, vous faites les jeux sont multiplateformes, vous les sortez en premier sur Mac et puis quelques mois plus tard sur les autres plateformes. Ça peut être une politique ambitieuse, et quand on voit tous les efforts qu'Apple fait pour TV+, pourquoi elle les ferait pas pour le jeu? Et la deuxième chose, c'est passer des accords stratégiques avec 3-4 éditeurs, ou quitte à ce qu'elles mettent de l'argent sur la table, hein, et de dire, voilà, sur les 3 ou 4 prochaines années, je veux que vos principaux titres et vos principales licences sortent en même temps sur Mac. Ça pourrait être également un levier. Alors Pierre est en train de tester en ce moment même Cyberpunk sur plusieurs Mac, donc vous devriez normalement, si tout se passe bien, avoir un article sur Mac Génération avec des benches du fameux jeu sur plusieurs machines différentes pour voir comment ça tourne. Écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end et puis bonnes vacances. Bon week-end à tous, et bonnes vacances à toi, Stéphane. C'était la dernière émission avant les vacances. On vous souhaite de passer un très bel été et on se retrouve à la rentrée. Salut à tous, à bientôt.